Hello, coucou, bonsoir, bonjour à toutes et à tous, c'est Angel. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le chasseur de démons sur le build de l'empaleur ou sur le set du mantelet de l'ombre. Son intérêt, son avantage, c'est vrai que c'est un perso qui possède un dégât complètement faramineux en termes de mono-cible. Il est très intéressant pour pouvoir rush les élites et le boss de fin. Son inconvénient, c'est vrai que quand il y a beaucoup trop de mobs, par contre, à ce moment-là, les combats peuvent durer plus ou moins longtemps selon votre habilité à jouer le build. Il possède une capacité de déplacement complètement fumée. Il est assez reposant en termes de gameplay par rapport, par exemple, au désacralisé. On doit alterner clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit. Je m'en essouffle. Vous voyez comme quoi c'est fatigant de jouer le désacralisé. Non, je rigole, mais voilà, il est plus reposant au niveau de la souris, c'est-à-dire à ce niveau-là, vous avez beaucoup moins d'actions à entreprendre à ce niveau-là. Même au niveau des autres compétences, étant donné que ce sont des compétences qui ont des temps de recharge qui sont plus ou moins longs et que vous n'avez pas forcément pour autant à spammer. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il possède une capacité de prise en main peut-être un petit peu particulière, mais néanmoins, non, il n'est pas inabordable. Et puis aussi, deux avantages, il est viable à haut niveau, et surtout dispose d'une survie, une capacité de survie relativement quand même exceptionnelle pour un chasseur de démons, que ce soit au CAC mais aussi à distance. Au niveau du build, vous allez voir, il n'est pas en soi ultra compliqué. Ici, à ce niveau-là, on va porter deux sets. Le mantelet de l'ombre sur 5 pièces. Et on va porter également aussi en deuxième set, après l'ensemble Rose des Vents et Promesse du Voyageur. Cet ensemble-ci va nous permettre de disposer d'un bonus de survie dès lors qu'on en aura besoin et lorsque l'on se déplacera, ou d'une augmentation de dégâts lorsqu'on sera plus statique. Et puis le reste après seront des compléments qui viendront pour compléter notre stuff. On n'oublie pas que grâce aux portées de la note grandeur royale, le build de froid prend toute son importance avec le build, avec le mantelet, le gant de l'angeleur, autant pour moi. Et puis après le reste reste tout simplement identique un petit peu à ce qu'on a pu voir. Donc là je précise que je vais donc jouer un build de froid. D'où mon carquois, mon brassard et mon épaulette. Voilà. Allez, on voit donc plus en détail un petit peu en quoi consiste ce build. La dague, que je vous conseille très fortement de faire au cube si vous ne connaissez pas l'astuce. Ici, vous n'avez pas beaucoup de dagues, on va dire, de possibles. Donc vous craftez ici ce genre de dague, vous en faites quelques-unes. Je vous fais la démonstration en ligne pour vous montrer comme quoi la dague en elle-même n'est pas compliquée à atteindre. C'est-à-dire que vous allez dans le cube, après si vous ne le savez pas, vous pouvez toujours regarder une de mes vidéos sur le Caldessan pour savoir où récupérer le cube. Et vous allez dans améliorer un objet, vous mettez votre dague, vous remplissez, vous craftez la dague. Elle marche pas, c'est pas grave, on passe à la suivante. Bon, pour le coup, je vais pas avoir de veine, c'est forcément le moment où je vais vous montrer que ça va pas marcher. Voilà, la pointe de carlet. Donc vous n'avez que ces deux dagues de possibles à crafter. Autant vous dire que, entre guillemets, vous n'avez qu'une chance sur deux d'avoir la dague en craftant via le cube. Et si c'est nécessaire, après, vous faites de la prime et vous récupérez ce genre de compos, les runes, l'ombre, la tapisserie, la chair d'ange, l'eau bénite, etc. Plus 50 items oubliés et vous pouvez donc reroll vos items de façon à pouvoir obtenir une arme ancienne ou, voire même, si vous avez de la chance, primordiale. Voilà à ce niveau-là comment obtenir votre dague de manière la plus rapide et le plus efficacement possible. Dans la dague, il faut, écoutez, je crois que tout est marqué. La plage de dégâts en haut, peu importe quelle est ou non les dégâts de froid, mais on ne la touche pas. 10% de dégâts, dextérité, vitesse d'attaque, c'est très important. Et puis après, bien sûr, on n'oublie pas qu'en secondaire, il faut se rapprocher au maximum de ce 375%. Si vous n'avez pas 350%, 360 même je dirais, je suis pas sûr qu'il vaille le coup de garder la dague. Voilà. Ensuite, après, on va passer au carquois. La pièce probablement la plus difficile à avoir sur le chasseur de démons mantelet de l'ombre ou chasseur de démons empaleur. Que ce soit en froid, en foudre, en feu, les trois builds étant possibles sur le chasseur de démons, il va être difficile d'arriver à obtenir l'ensemble de ces caractéristiques sur un même carquois. Surtout dû au fait que la ligne où il y a l'empaleur dispose d'un nombre de caractéristiques complètement hallucinantes. Pour vous montrer, voilà, j'ai gardé ce carquois-ci qui n'a pas encore été modifié, il me semble.
Si, il a déjà été modifié, c'est dommage. Bon, c'est dommage. Voilà, bon, bah, c'est pour vous dire en fait que vous avez quasiment accès à l'ensemble des skills, alors skills primaires, skills secondaires, vous avez accès aussi aux skills piège, vous avez accès aux skills archerie, vous avez accès aux skills primaires et aux skills secondaires. C'est-à-dire que bah, au final ça vous fait quand même quasiment 12, 15, au moins une quinzaine de skills possibles si ce n'est plus, voire peut-être même 18. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué à avoir. Plus après le fait de devoir rechercher les dégâts élémentaires. Alors, moi dans mon cas, froid, dextérité, vitesse d'attaque jusqu'à 20%, chance de coup critique jusqu'à 10%, dégâts de l'empaleur jusqu'à 15%. Et ça, ce serait le jet idéal que vous pourriez avoir. Ensuite, on va donc passer au brassard, puisqu'on reste sur les dégâts élémentaires. Là, une pièce quand même beaucoup plus facile. Dégâts élémentaires, en l'occurrence pour moi froid, dextérité, vitalité, chance de coup critique, et surtout la petite ligne en dessous, les ennemis repoussés subissent jusqu'à 30% de dégâts supplémentaires pendant 6 secondes. C'est intéressant d'avoir au minimum 26, 27, 28%. En dessous, on va estimer que le gant est un petit... Enfin, que le... Voilà, bon, si vous l'avez qu'à 20% dans un premier jet, c'est pas mal. Mais n'attendez pas, on va dire... Enfin, n'allez pas faire un cal descend sur un item qui soit trop bas sur cette valeur-ci. Il est assez simple à monter. Ensuite, la promesse du voyageur, dégâts élémentaires, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques. Et puis après, bah, écoutez, on va passer sur le build classique. Les bottes, dextérité, vitalité, résistance élémentaire, augmentation des dégâts de l'empaleur. Le pantalon, dextérité, vitalité, dégâts, résistance élémentaire. La ceinture, dextérité, vitalité, résistance élémentaire, plus une augmentation en pourcentage de points de vie. Le torse, dextérité, vitalité, pourcentage de points de vie ou autre solution plus viable à haut niveau, dextérité, vitalité, réduction des dégâts infligés par les îles jusqu'à 11%. Le casque, dextérité, chance de coup critique, augmentation des dégâts de l'empaleur jusqu'à 15%. Les épaulettes, dextérité, vitalité, résistance élémentaire, et c'est le seul item sur lequel vous avez besoin d'avoir le maximum. Il faut bien les 8% de réduction des temps de recharge, c'est vraiment important. Il y en a besoin que sur un item sur le chasseur de démons, et l'emplacement le plus judicieux pour le mettre sont sur les épaulettes. Le gant, dextérité, vitesse d'attaque, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques, et on n'oublie pas que la petite ligne en orange, les décompétences infligeant des dégâts de froid font jusqu'à 20% de dégâts en plus. Si vous veniez à jouer un build de foudre ou feu, à ce moment-là ici, vous mettez le gant en prise de l'ombre. Ici, sur le torse, vous mettez la cuirasse aquiline, la ceinture, vous mettez l'heure du crime, et dans le cube, vous mettez la ceinture, en fait, comme que... Voilà, attendez. Vous mettez la ceinture, pardon, qui s'appelle la chaîne d'ombre, c'est-à-dire qu'en gros, vous auriez une présentation de build un petit peu similaire à ça, qui semblerait un petit peu plus aux 4 joueurs, qui vous permettrait après de choisir plus l'élément de la rune dans laquelle vous joueriez. Donc, cuirasse aquiline sur vous, la ceinture, heure du crime. Alors là, par contre, on conservera le brassard de forte poigne en solo, bien sûr, le lacunier étant fait pour le multijoueur. Et dans le cube, après, vous mettriez la chaîne d'ombre à la place pour pouvoir conserver l'effet de la ceinture sur vous. Voilà. On n'oublie pas bien évidemment de changer son carquois, son brassard et son amulette en fonction de l'élément que vous auriez choisi pour taper. Je sais que beaucoup de personnes font le choix, on va dire, d'orienter leur build en fonction du carquois qu'ils vont looter, ce qui n'est pas idiot quand on sait la difficulté à pouvoir avoir cet objet. Voilà. Et bah écoutez, on va passer aux anneaux. L'anneau insaisissable, alors, il vous faudra vitesse d'attaque, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques. C'est vraiment la vitesse d'attaque qui aura le plus d'impact sur l'anneau insaisissable ou la conclave des éléments que vous pourriez porter ici à cet emplacement. Et le deuxième anneau, la rose des vents, la plage de dégâts, vitesse d'attaque, dégâts des coups critiques et chance de coups critiques seront le jet le plus optimisé que vous pourriez avoir sur cet item. Voilà. Au niveau des skills et des passifs, rien de très compliqué en soi. Au niveau du skill de l'empaleur, moi étant donné que je joue froid, ce sera la surpénétration. Si vous veniez à jouer le build de foudre, ce sera la répercussion. Et si vous veniez à jouer le build de feu, ce sera la brûlure chimique. En fonction du build que vous allez jouer,
ce sera le seul skill qui va avoir une variation dans votre build en fonction du brassard ou du carquois, etc. que vous auriez. Les autres étant physiques et ne sont pas pour autant les plus intéressants. Mais si vous veniez à avoir un carquois en physique, euh, le choix, on va dire, de l'une ou l'autre des runes ne sont pas idiots. Celle-ci étant plus intéressante en termes de dégâts, l'autre vous conférera une survie plus intéressante puisque vous avez une chance, enfin vous avez 100% de chance en fait d'étourdir les ennemis pendant quelques secondes, ce qui peut conférer un certain confort dans le gameplay. Ensuite, après, par contre, ça ne change plus. On va jouer donc avec l'acrobatie, avec la rune Cascabel. C'est-à-dire que quand vous allez sauter au niveau des ennemis, vous allez les étourdir. Si vous veniez à jouer en solo, la rune Voltige sera plutôt à privilégier. Ensuite, après, on va donc passer à la puissance de l'ombre. Quelle que soit la rune que vous allez choisir, on s'en fiche. Le seul intérêt du choix de la rune va modifier la couleur des ailes que vous allez avoir dans le dos. Ce n'est qu'un choix purement esthétique. Elles n'apporteront rien de plus. Ensuite, si éventuellement, alors le deuxième choix aussi, pourquoi certains vont choisir telle ou telle couleur des ailes, c'est certains en fait estiment qu'ils voient mieux telle ou telle couleur de la rune. Moi par exemple, j'avoue que le vert est une couleur qui ressort plutôt pas mal sur quel que soit l'élément de décor et ça me permet de savoir en tout temps de savoir que je suis bien sous effet de buff. Voilà. Ensuite, on va jouer avec la Vendetta en cœur noir. Ça, c'est si l'on va faire de la faille au niveau. Si vous vouliez faire par exemple du T13 ou faire un PL avec un copain, vous pourriez mettre la rune Furie. L'avantage c'est que vous auriez une génération constante de votre haine, ce qui vous permettrait d'être moins essoufflé à ce niveau-là. Et pareil, au niveau du compagnon, en build de push, le sanglier de compagnie est quand même très intéressant. Certains jouent avec le loup de compagnie, je privilégie quand même nettement le sanglier de compagnie. En build de farm, vous pourriez mettre la chauve-souris de façon à pouvoir récupérer une régénération de haine qui vous apporterait un petit peu plus de sustain, enfin un peu plus de génération à ce niveau-là. Au niveau des passifs, il n'y en a pas 150 vraiment possible. L'élimination des felbes et l'embuscade seront les deux passifs de dégâts qui vous apporteront le plus. Le piège étourdissant sera quant à lui un bonus qui vous permettra de faire une réduction de dégâts dès lors que vous utiliserez votre tourbillon de lame. Et la perception vous permettra d'avoir une chance de ne pas mourir, on va dire, sur un insta-shot dès lors que vous croiseriez un mob un peu trop puissant pour vous. Ça vous donnera une deuxième chance de pouvoir sortir d'un pack et donc d'éviter des morts complètement idiotes de temps en temps. Surtout lorsque vous allez passer, vous allez vous rendre compte que la Vendetta passe vraiment sur le fil du rasoir, à chaque fois. Voilà. Au niveau des variations possibles, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, c'est vrai, voilà, comme je vous le dis, on peut jouer ce build sur différentes formes, à vous d'adapter votre stuff en fonction, n'oubliez pas que si vous changez la rune de l'empaleur, de bien adapter votre stuff en fonction de façon à maximiser l'impact de vos dégâts. Au niveau des gemmes, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Au niveau de l'arme, il nous faudra donc une émeraude. Le reste du stuff se consistera à équiper des diamants. Dans le casque pour la réduction des temps de recharge. Dans le reste du stuff pour une augmentation des résistances élémentaires. En sursoit, la gogogue vivacité et la perte du piégé seront les deux choix les plus logiques à faire pour un apport de dégâts, mais aussi de résistance, ainsi qu'une réduction des temps de recharge. Le fléau des puissants, quant à lui, est le choix pour le moment le plus utile. Si l'on oublie l'apport de dégâts de 20% pendant quelques secondes après avoir tué un groupe d'élite, on n'oublie pas que pour les jaunes, il faut tuer le jaune plus son escorte, les 3 ou 4 mobs qui vont l'accompagner. Le groupe de bleus, en revanche, seuls les 3 ou 5 bleus du pack élite sont à tuer pour pouvoir faire proc le fléau des puissants. En revanche, ce qui nous intéresse et qui est vraiment très très important sur cette gemme-là, qui la rend difficile à remplacer pour le moment, c'est la deuxième ligne. Les dégâts infligés aux élites augmentés de 15%, ça, tant mieux. Mais surtout, les dégâts subis de leur part sont réduits de 15%. Et c'est ça, en fait, qui rend cette gemme relativement difficile à remplacer. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a un apport de dégâts, mais surtout un apport en robustesse de la part des élites qui est vraiment très intéressant. Au niveau du cube, écoutez, je pense qu'on l'a vu tout à l'heure de manière très très sommaire. La rosée, réduction des temps de recharge de la Vendetta. La cuirasse Aquiline, si vous faites le même choix de porter que moi, mais si vous portiez la cuirasse Aquiline sur vous à ce moment-là, mettez le gant de l'Angeleur. Et la conclave des éléments ou l'anneau insaisissable en fonction de l'item que vous auriez à porter sur vous qui serait le plus haut. Moi je l'ai en primordial sur moi, j'ai pas une conclave des éléments encore vraiment très excellente, ce qui explique ce choix-là. Si vous veniez à jouer le build de fou ou foot, je vous ai montré tout à l'heure ce qu'il faudrait mettre dans le cube, on ne va pas revenir dessus.
Au niveau du compagnon, le Templier ou l'Enchantresse seront les deux compagnons les plus optimisés que vous pourriez avoir. Avec ce type d'arme, alors n'oublie pas, votre compagnon ne peut pas mourir, ça c'est sur les deux. La lame épée de Cherchevent, bénie de Cherchevent avec de la vitesse d'attaque dedans. Pareil pour les bijoux, vitesse d'attaque dans les trois. La voie du destin pour les dégâts de foudre ont une chance d'étourdir les ennemis pendant 1,5 secondes, un coup sur 3, faut compter à peu près. L'anneau de l'Oculus pour une zone au sol qui permettra d'augmenter les dégâts de manière relativement significative. Et puis après, moi je joue avec le désir irrésistible plutôt que l'Est de Johann. En chasseur de démons, on n'aime pas trop les gros packs. Donc l'Est de Johann serait plus une problématique sur le chasseur de démons qu'autre chose. À ce moment-là, privilégiez le désir irrésistible. Les ennemis touchés ont une chance d'être envoûtés et quand ils sont envoûtés, ils subissent 35% de dégâts supplémentaires. C'est vraiment très très intéressant à ce niveau-là aussi. Et n'oubliez pas de la vitesse d'attaque dans l'arme et tout. Le bouclier, si vous jouez le Templier, prendra un intérêt puisque là, dès lors que le Templier va bloquer une attaque, il aura une chance de geler l'attaquant pendant quelques secondes. C'est un petit plus à prendre. Et sinon, sur l'Enchantresse, vous contentez simplement de porter le reste. Voilà. Au niveau du gameplay, je l'ai déjà un petit peu plus ou moins abordé tout à l'heure. On va aller faire, je vais vous montrer ça sur une 105, histoire que ce ne soit pas monté trop non plus, ça sert à rien. Tiens, je la finirai moi de mon côté. Au niveau du gameplay, alors c'est vrai que par rapport à d'autres vidéos, je m'attarde un petit peu plus sur le build, c'est qu'il y a beaucoup à dire, même si le build n'est pas très compliqué. Donc vous voyez, j'esquive on va dire les autres mobs, je vais vraiment faire un focus au niveau de l'élite. N'hésitez pas à le cliquer pour bien l'avoir en repère et de façon à l'avoir plus rapidement en visuel. Et puis après, vous allez vraiment vous concentrer dessus. Une fois que c'est fait, après vous passez au suivant. Alors sur certains builds après, vous pouvez bien évidemment porter le brassard de Némésis à la place du forte-poigne. Et puis après, vous voyez, rien de très compliqué en soi. Voilà, vous faites un focus élite. N'oubliez pas de sauter de temps en temps dans les élites quand vous voulez faire proc votre brassard de forte-poigne. Alors pour moi, la 105 reste facile parce que j'ai eu une progression plus haute à ce niveau-là, au niveau de ce jeu-là. Mais voilà, vous trouverez. Faites attention aux mobs par contre qui tournent, les renvois de dégâts, tout ça, c'est pas vos meilleurs amis. Et puis voilà, vous voyez que le build avance relativement confortablement. Alors, on n'oublie pas. En fait, dès lors que l'on va rentrer dans une faille, dès lors que l'on va mourir, on lance ici la puissance de l'ombre. Ensuite, après, les autres skills ici, on relance la Vendetta dès lors qu'elle est disponible dans un pack. Vendetta disponible, je la lance. Et le reste après, le tourbillon de l'âme et le sanglier de compagnie sont là uniquement pour vous apporter un bonus de résistance. Ensuite après, vous lancez l'empaleur. Un saut d'empaleur, c'est 2 sauts à 3 sauts, on va dire, possibles, qui sont gratuits, qui ne vous coûtent rien. Donc c'est pour ça que je disais que l'empaleur a une capacité de déplacement quand même très intéressante à ce niveau-là. Et puis voilà, vous continuez comme ceci en fait jusqu'à la fin de votre faille. On fait du focus élite uniquement, on oublie le reste. Vous voyez l'intérêt aussi de focus l'élite, vous voyez je ne me suis pas du tout occupé des élites miroirs, là pourtant c'était une illusion, je me suis concentré uniquement sur l'élite, j'ai laissé ma souris de cliquer dessus de façon à voir un petit peu où il était passé. Et le reste on va dire c'est fait plus ou moins tout seul quoi. Alors c'est plus facile à dire comme ça qu'à faire, mais vous voyez qu'il n'y a rien en soi de très compliqué. Une fois que vous aurez pris le coup de main dans la disposition en fait, des skills, vous allez voir il n'y a rien de compliqué en soi dans le gameplay sur ce perso là. Voilà. Alors, moi je vais mettre sur pause pour le coup parce que bon je pense que l'intérêt d'aller jusqu'à la faille de fin ne nous apporteront rien de plus. N'oubliez pas, sautez pour faire proc votre brassard de forte poigne ou pour vous esquiver, activer vos skills défensifs, etc. ou quoi. Pensez bien à recharger la Vendetta, c'est vraiment un skill important, et à lancer ici votre rune en fait qui fait proc les ailes dans le dos. Si vous n'avez pas ça, vous perdez en vitesse de déplacement, vous perdez surtout en résistance et en termes de dégâts. Et puis après, vous voyez, le build quand même conserve une résistance quand même très intéressante. Petite particularité que je me suis rendu compte. Alors je vais juste faire le ménage un petit peu dans le stuff, enfin dans la zone, voilà. Petite particularité ici au niveau des parangons. Au niveau des parangons, attaque, défense ou autre, vous mettez partout. Par contre, si vous jouez en groupe, pensez à enlever les dégâts de zone. La caractéristique ici à ce niveau-là, vitesse de déplacement et la haine, mettez-les au maximum, c'est vraiment important, surtout pour la haine, ça évitera que la cuirasse Akiline proc dans le vide ou à des moments que vous ne l'ayez pas, vous l'aurez plus souvent. La vitalité,
Ces 1000 points ne sont pas là par hasard. Ça me permet de me rapprocher des 750 000 ou moins d'être dans les 650 000 sur mon build de multi de vitalité. Et ça pourra intérêt d'éviter de me faire one shot par la moindre AOE qui traînera par terre. Tout le reste après ira en dextérité. Ce bonus en vitalité que vous allez avoir ici va vous changer la vie. Essayez, vous verrez, c'est le plus simple que je puisse vous conseiller. En ce qui me concerne, je vais donc vous laisser là. N'oubliez pas que ce gameplay est un gameplay solo. En build multi, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo que je vous montrerai, sur laquelle on développera le chasseur de démons en pâleur sur un gameplay en multijoueur. J'espère que cette vidéo vous aidera à progresser. N'oubliez pas de vous abonner, de faire un follow, de faire un like sur la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur mon Twitch aussi lors de mes lives en direct ou sur mon compte Twitter pour être au courant, on va dire, des prochaines nouveautés. Tous ces liens-là sont dans la description de ma vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, suivi. J'espère à très vite, à très bientôt lors d'une prochaine vidéo en jeu ou au cours de l'un de mes lives. A bientôt, c'était Angel. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. À très vite.